J'ai commencé à filmer en noir et blanc quand je filmais la répression policière à Montréal. Il y avait quelque chose de vouloir représenter la dureté, ce que je trouvais difficile dans cette répression-là. J'ai continué à tourner comme ça, j'ai apprécié le style, c'est un clin d'œil au cinéma direct, c'est beau. Je trouve de toute façon qu'on est déjà tellement surexposé à de la couleur, à de la saturation, à du jeu avec les couleurs, très spectacle dans notre société, que d'avoir un petit peu de noir et blanc, même si les paysages sont fantastiques puis qu'ils seraient encore plus beaux en couleur, d'avoir du noir et blanc dans lequel on prend le temps, d'être surtout à l'écoute de la parole des gens, c'est comme important à notre époque puis ça fait du bien. J'ai toujours été passionné par le cinéma. Quand j'étais petit, on n'avait pas de télévision à la maison, fait que ça a été un petit peu plus tard, enfance, jeune adolescence, que j'ai commencé à écouter plus la télé. Mais vraiment, la découverte du documentaire puis la passion pour ça, ça a commencé plus tard, plus quand je suis arrivé à l'université à Québec, à travers l'anthropologie visuelle. Puis dans ce processus d'études-là, j'ai découvert le cinéma direct québécois, les grands réalisateurs du direct de l'ONF, puis aussi tout le monde du film ethnographique, puis des questionnements que ça l'amène. Puis de là, ça a été une plongée de plus en plus profonde dans le documentaire. Je pense que j'ai voulu toujours m'impliquer puis me sentir utile dans des causes qui me semblaient importantes pour moi, soit des causes qui m'indignent, qui me révoltent, là, quelque chose qui me choque, ou des choses qui me passionnent, qui m'inspirent, que je voudrais en voir davantage. Je peux pas me contenter juste d'une normalité et d'une neutralité, là. J'ai envie de participer et de contribuer à changer le monde pour qu'il devienne un petit peu plus proche de ce que je voudrais qu'il soit. Premières esquisses que j'ai faites là, à partir d'images. Au début, je les faisais en table lumineuse là, avec mon écran d'ordi, avec une image du film qui apparaît à l'écran, le papier par-dessus l'écran et la plume pour dessiner, pour tracer les traits. Tentative d'autoportrait en 3 styles. Là. Ce que je trouve intéressant là, du dessin simple sur papier, c'est qu'il y a quelque chose de textile. J'aime les livres, j'aime le papier, j'aime ce qu'on peut toucher. Puis ça permet quand même... Ça n'a pas la lourdeur d'un film animé ou de Villeneuve ou de tout ça en processus de création. Ça, je pourrais le faire tout seul sur le bord du poêle à bois l'hiver. C'est ça, ça pourrait ressembler à ça, une BD documentaire. C'est des premières ébauches un petit peu plus précises. C'est très rare que je mette ma caméra sur trépied, là, pour des paysages fixes un petit peu des fois, mais sinon, j'ai essayé de travailler, de me rapprocher du style d'une caméra 16 mm. Ils appelaient ça comme un chat sur l'épaule, pour que la caméra fasse corps autant que possible. Plutôt que de la porter comme ça, ou sur un drone, ou un stabiliseur, ou vraiment la rapprocher de mon regard, de ma personne. Comme ça, quand je filmais, les gens, ils s'adressaient à moi derrière l'objectif. Puis qu'on me sentait tout le temps ma présence derrière la caméra. C'est mobile, c'est fluide. Ouais. Donc,
c'est ça. Il y avait une volonté de reproduire un petit peu l'esthétique de la caméra 16 mm des années 70 dans la façon même de tenir la caméra. Quand j'ai vu les films du cinéma direct, les films de Perrault, de Brault, de Groux, il y a quelque chose là qui m'a vraiment touché dans la façon, dans la proximité avec les gens, dans l'accompagnement des gens sur le terrain. Puis c'est devenu super important à partir de ce moment-là. Il y a le cadrage, la beauté de l'image, mais le lien avec le sujet, avec les personnes qu'on accompagne, la proximité, essayer de la rendre visible à l'écran, même si c'est intangible. Maillage, c'est un grand projet. Ça a pris plusieurs années de ma vie. Finalement, c'est une série documentaire en 6 épisodes d'environ 30 minutes, entièrement tournée en Gaspésie, en noir et blanc, sur 2 ans, dans une dizaine de lieux différents, une cinquantaine de participants, participantes plus actifs, beaucoup de tournages. Puis ce que ça représente, c'est la vie rurale en Gaspésie, une vie rurale choisie, dans beaucoup de cas par des néo-gaspésiens ou des Gaspésiens qui reviennent chez eux après avoir habité ailleurs, tout autour des thèmes de l'autonomie alimentaire, de la résistance écologiste, du territoire, des communautés, et en suivant beaucoup le fil des saisons pour voir comment le rapport à l'environnement puis aux activités saisonnières influence notre vie communautaire. C'est très beau, mais ça demande beaucoup de stratégie pour cohabiter avec eux autres. À ce temps-ci de l'année, les pommes tombent, puis c'est des amateurs de pommes bien mûres, fait qu'ils mangent les pommes. Tu vas voir, dans notre parcours, là, on va aller d'un arbre à l'autre, puis on voit leur sentier très tapé. Là, on va se prendre des paniers, et puis on va ramasser quelques pommes et puis quelques prunes. C'est ça. C'est le temps de l'année où on travaille à faire de la conservation de tous les petits fruits. Tu vois, regarde, j'ai une sorte de maïs ici, une vieille variété ancestrale qui fait de la farine, une farine merveilleuse. Alors donc, je les fais sécher sur mon séchoir, ça va plus vite. Et puis, je les conserve telles quelles, comme ça. Quand arrive l'hiver, bien, je peux très facilement enlever les grains. C'est un beau maïs rustique qui pousse très bien dans notre région. De plus en plus, là, chaque année, là, je garde des pépins de pruniers, des pépins de pommiers, et puis je les replante. Et puis c'est sûr que ça demande du temps. Ça demande une dizaine d'années avant que le fruit apparaisse. Puis c'est sûr qu'il faut en planter plusieurs. Mais c'est une aventure, je trouve que c'est de l'avenir, planter les graines. Il y a une piste là complètement formidable. Tu vois, là, regarde, on en voit un, là. Un pommier qui a été planté ici, je ne sais pas comment. Un hasard. Un petit peu sûr encore. Mais quand même, il y a du potentiel. Une belle pelure, pas trop épaisse. Elle est encore un peu sûre. Mais ça s'en vient. Tu vas voir, la variété. Pas tout à fait le même goût.
Pas tout à fait. Tu vas voir, c'est différent. Qui sont belles. Regarde-moi ça, grosseur, toi. Oh! Celle-là est tellement belle. Bon, voilà. On va goûter à ça. Merveilleuse. Différente. C'est la traditionnelle pomme blanche, mais elle n'a pas la même forme. Regarde, elle n'est pas classique. C'est ça qui est plaisant aussi. La variété. Les pommes sont incroyables. Tu vas planter 100 pépins d'un même arbre, tu vas avoir 100 sortes de pommes différentes. Le pommier, c'est la variété. C'est la même chose pour la prune. La stratégie de diversité. C'est le contraire de l'industrie. L'industrie, c'est des choses toutes semblables, toutes pareilles. Et c'est pas une stratégie gagnante. Écoute, je vis ici, moi, quand même, depuis plus de 40 ans. Je suis arrivée ici dans ma jeunesse, puis je me suis enracinée. C'est sûr que mon enracinement a connu plusieurs différentes étapes. Tu sais, c'est sûr que les 10 premières années, quand on faisait de l'agriculture, puis qu'on était beaucoup alternatif, à cette époque-là, là, tu sais, c'était le mouvement hippie, là. On était plus extrémistes aussi, et puis on se tenait plus entre nous. Après ça, quand je me suis trouvé un emploi à la commission scolaire, bien, disons que j'ai changé un peu de façon d'être. Mon idéologie, mes valeurs n'ont pas changé, mais au niveau de mon comportement, je trouve que je suis devenue un peu moins extrême, je trouve. Je me suis plus intégrée à cause de mon travail. J'ai participé à ma communauté, le côté conventionnel de ma communauté. Ça m'a fait la connaître aussi. Et puis, le fait de m'investir dans les groupes, il y a beaucoup de jeunes en Gaspésie qui s'investissent dans ces groupes-là, plus que des personnes de mon âge. La majorité, ce sont des jeunes de la quarantaine. Bien sûr, des militants, sont souvent des milieux alternatifs. Et puis, ça me permet de prendre conscience aussi, tu sais, avec les personnes âgées, j'ai pris conscience du passé. Bien, avec ces jeunes-là qui me poussent dans le dos, bien, ça me fait prendre conscience de l'avenir. On dirait que je me sens entre l'avenir et le passé. J'ai comme un rôle de faire une espèce de pont d'une génération. Puis là, on le voit, là. Ça s'est un peu installé, là. Tu connais les villages un peu, là, dans le bout de Saint-Louis. Il y a un noyau, il y a un noyau du côté nord, il y a un noyau à Bois-d'Aventure, il y a un noyau Saint-Godefroy, il y a un noyau dans le bout de Percé, là. Tu sais, il y a des noyaux qui se sont formés. Et puis, je trouve que c'est passionnant, ces noyaux-là, parce que ça réactualise des valeurs qu'on avait tenues dans notre jeunesse. Ah oui, les limaces, elles l'apprécient aussi, là. Je vois ça, là. Oh, que c'est beau. C'est comme des abricots. C'est notre abricot. Je vais en faire sécher. Quel bel arbre. Le jour où il n'y aura plus de diversité, ça va être notre disparition. Moi, la planète, c'est ma cour à cette heure. Maintenant que je le sais, je ne le savais pas là, quand j'étais plus jeune, mais maintenant je le sais. Ça fait que j'essaie de faire l'effort. Puis de conscientiser le monde autour à le faire, j'essaie. Mais est-ce que j'y crois qu'on va le faire, ce virage-là? Est-ce que nos décideurs ont la volonté? À date, on n'a pas vu encore de signe qu'ils avaient de la volonté. On a juste vu qu'ils s'ancraient dans de fausses croyances. À date, malheureusement, c'est pas nos dirigeants qui vont prendre le virage. C'est les populations. Est-ce que les populations vont se mobiliser massivement? C'est massif, là, le changement qu'il faut faire. C'est un virage massif, puis c'est un virage vite. C'est pas, là, on n'est pas en train là, de dire peut-être. Là, on est dans l'urgence. Est-ce que ça va se faire? J'ai des doutes, mais au niveau de là où j'oriente mes énergies personnelles, j'oriente toute mon énergie comme si ça allait se faire, comme si c'était possible. Puis si ça se fait pas, si c'est pas possible, eh bien, il faudra vivre avec les constats. Fait que c'est ça l'aventure. Hein?
Ben, moi, j'ai connu le mode de vie rural quand j'étais jeune. Mes parents ils ont fait le retour à la terre. J'en ai vu qui commençaient à sortir. Ça commence de l'ail. Moi, dans mon idéal, je travaillerais pas à temps plein pour gagner de l'argent. C'est pas ça que je fais déjà non plus, mais mon idéal, je vise une espèce d'équilibre entre la création puis l'autosuffisance, le fait de travailler pour moi-même, chez moi, à faire pousser des choses, à élever ma nourriture, à être en rapport avec la forêt. Puis je trouve que dans le métier de cinéaste, documentariste, ça s'allie bien. T'sais. On n'est pas dans des jobs de 9 à 5 de semaine. Même si on fait beaucoup de bureaux puis de paperasse, il y a une flexibilité dans les journées, dans les horaires. Je me rends compte au fil des années qu'avec les saisons, je peux planifier des tournages dans des moments où je suis moins occupé chez nous et inversement. Puis je pense que ça fait juste du sens autant qu'on se nourrit l'âme, de se nourrir le corps, mais avec des choses de qualité, des choses auxquelles on a touché nous-mêmes. Je pense que pas mal tous les cinéastes documentaristes ont un petit côté artisan aussi, qui aiment faire eux-mêmes, ils aiment toucher, ils aiment le rapport aux choses. Prochain projet, retaper le poulailler. T'as pas aimé la dernière tempête de vent à l'automne? Dans le ramaillage, les gens qu'on voit, c'est moi, c'est ma blonde, ma fille, c'est mes amis. Je fais partie de ce que j'ai documenté dans ce projet-là, tu sais. Fait que le fait de partager de l'élevage de cochons, de l'élevage de poulets, ou comme ici, c'est le garage de la maison que j'ai racheté, grand garage avec plein d'outils. J'ai pas l'envie que ce soit juste mon garage à moi tout seul. J'ai envie que ce soit un espace où des amis qui n'ont pas d'outils peuvent venir ici bricoler, qu'on peut faire des projets ensemble. Ça fait juste tellement plus de sens de partager nos ressources. Si on aspire à changer pour vrai la société dans laquelle on habite, là, de sortir juste de l'individualisme, du capitalisme, du commerce, de chacun pour soi, c'est comme venir habiter à la campagne, c'est pas une solution en soi. Les solutions, ils reposent sur le fait d'acheter moins, de consommer moins, puis de se rassembler, de réparer nos choses. Puis ça, ben justement, tout seul, on se fatigue. Là. Nos parents qui ont fait le retour à la Terre dans les années 70, ils l'ont essayé tout seul dans leur rang, puis ils sont fatigués, puis les projets ont craché. Bien souvent, là, il y a plein de défis au mode de vie collectif. On n'est pas outillé nécessairement pour travailler en collectif. On a beaucoup d'humilité puis d'apprentissage à faire pour que ça fonctionne bien. Mais l'appel aux corvées puis le partage de ressources, ça va de soi. Avant, les gens ne se posaient pas la question. Là. Si tu as besoin de quelque chose, tu demandes à tes voisins, à tes amis, tu t'essayes pas à le faire tout seul. C'est ça. On est rendu qu'on a besoin d'avoir une transmission qui est horizontale, qui sort des familles, qui saute des générations, mais il faut qu'on retienne ces savoirs-là avant qu'ils disparaissent. Ça se fait par le fait de se parler, puis de se voir, puis de faire des choses ensemble. Hein? De dire oui, j'y vais quand quelqu'un m'appelle à une corvée, quand il dit qu'il a besoin d'aide. De se faire une serre pour 5 familles au lieu de faire une serre pour chaque famille. Ça fait juste du sens, c'est juste logique. Je dirais que le territoire ici, il m'inspire de 2 façons. Il y a un appel qui est vraiment fort à le protéger. Tout le côté de la résistance face aux menaces environnementales, autant naturelles, mais provoquées par l'humain, d'érosion côtière ou de changement climatique, mais tout ce qui est industrie pétrolière aussi. On dirait que j'ai un appel juste à vouloir faire ma petite part pour essayer de contribuer à le protéger par le cinéma, par des œuvres plus engagées, plus écologistes. Puis l'autre côté qui m'appelle, c'est vraiment personnel, c'est celui de le cultiver, de faire pousser ici, puis de contribuer au développement de collectivités puis de communautés ici qui se débrouillent. Puis je pense que tout le monde qui a choisi d'habiter en Gaspésie ou d'y refaire sa vie a quelque chose de spécial dans les yeux puis dans le cœur que j'ai essayé de capter quand j'ai fait ramaillage. Là, si je la pose encore la question, moi, pourquoi je suis venu ici, mais les gens qui s'installent ici, puis qu'est-ce qu'ils font, puis qu'est-ce qui les attire, puis qu'est-ce qui les rassemble dans ce territoire si spécifique. C'est comme une question que je continue d'explorer. Là.
Quand j'ai fait Gaspésie 2023, je me disais que je faisais une fiction documentée parce que j'ai essayé de mettre dans ce très court métrage-là plein de thèmes qui me touchent, autant la brutalité policière, puis les arrestations que j'avais déjà touchées, que les évictions, puis tout le côté qui s'est déjà passé en Gaspésie du Bureau d'aménagement de l'Est du Québec, les évictions, le parc Forion, le moment où des gens se sont fait sortir de leur maison, détruire leur village, brûler leur maison pour rationaliser la gestion de la population et tout ça. J'ai voulu m'inspirer de tout ça, mais aussi, je suis un grand fan de science-fiction. Pouvoir prendre un acteur puis mettre un masque à gaz puis le faire jouer à l'écran, c'est juste un fantasme pour moi. C'était juste du plaisir, du gros bonbon. Dans Gaspésie 2023, c'est tout ce qui me fait peur, tout ce que je veux pas qu'il arrive en Gaspésie, tout ce qui pourrait arriver si on laisse l'industrie faire comme elle veut, si on ne protège pas le territoire. Le personnage principal, c'était une résistante qui parcourait le territoire avec sa caméra pour documenter les évictions, la pollution industrielle et tout ça. Encore là, c'était un petit peu une façon de mettre en scène le fait d'utiliser la caméra comme outil de résistance, mais dans un film de fiction. La Gaspésie, pays intérieur de chacun de nous. Le cri qui fera peur à tout le monde, c'est d'ici qu'il viendra.
C'est important d'avoir du cinéma ici, un milieu cinématographique actif en Gaspésie, en Haute-Gaspésie, parce que le cinéma, c'est pas la seule, mais c'est une de nos fenêtres sur l'imaginaire. C'est une façon qu'on a de se créer un imaginaire collectif, des référents, une culture qui nous permettent d'interpréter le monde. Puis si nos communautés, notre territoire apparaissent pas à l'écran ou s'ils apparaissent juste dans un cadre commercial ou touristique, l'imaginaire de notre lien avec le territoire, on le construit comment? On l'enracine dans quoi? Si tout ce qu'on voit à la télé, c'est des séries qui se passent à Montréal ou à Québec ou des films internationaux ou des films de super-héros, comment est-ce qu'on interprète notre rapport au monde? Comment est-ce qu'on s'inscrit dans notre histoire, dans notre patrimoine culturel, dans notre patrimoine cinématographique? Il faut qu'on crée des images qui nous représentent pour que ces images-là nous aident à nous inscrire dans le monde.